Bonsoir à tous, l'émission est commencée, le débat aussi apparemment. On va essayer de ramener un peu ce petit monde à la discipline. On va d'abord lancer le sujet. Alors, à partir d'aujourd'hui, donc 7 octobre et jusqu'au 13, c'est la semaine bleue. Une semaine d'activité pour les personnes âgées. On va voir un petit peu qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui se met en place. On va parler de beaucoup de choses en 2 fois 20 minutes dans cette émission. On va voir ça dans le Gadium réunionnais. Et pour échanger avec nous, parmi les élèves les plus dissipés, nous avons donc Alicia Yano, bonsoir. Bonsoir. On va rappeler que vous êtes donc directrice d'une structure de service à la personne. C'est donc au rayon de soleil. Oui. Du soleil ou de soleil ? Non, au de soleil, au rayon de soleil. Au rayon de soleil. Et nous avons également avec nous, vous avez amené avec vous quelqu'un qui est dans l'immobilier. On va parler de l'habitat des personnes âgées également, voir un petit peu comment ça évolue. Est-ce qu'il y a une préférence à rester à la maison ou à se mettre dans des structures collectives? Avec nous également, et ça c'est un petit peu le hasard du calendrier, il n'y avait rien de préparé, Estelle Félicité, qui est coach en développement personnel et spirituel. On va parler un petit peu de toutes les générations à ce niveau-là. Et bien sûr, avec nous, les deux compères souvent dans ce genre de débat. Donc Guy Roger, bonsoir. Bonsoir. Et Farzad Fezi, bonsoir également. Bonsoir. On va voir un petit peu l'évolution. Et quand on parlera des vieux, on abordera plus avec Farzad plutôt qu'avec Guy Roger, parce que lui, il est très jeune. La communication et la prise de parole avec les personnes âgées. Voilà. Alors, la question est semaine bleue. On va commencer par Alicia Yano. La semaine bleue, une nouvelle année, une nouvelle semaine pour les personnes âgées. Alors, une nouvelle semaine pour les personnes âgées, puisque c'est depuis quelques années que ça existe. Alors, moi, je vais parler de ce que je vais faire pour cette semaine, puisque je ne peux parler que en mon nom. Alors, globalement, avant de rentrer dans cette posture-là, est-ce que les lois sur la dépendance, la perte d'autonomie, est-ce que ces lois évoluent? Est-ce que les lois pour les personnes âgées vont dans le bon sens? Oui, nous avons une loi, la loi ASV depuis 2015. C'est une loi qui a été revue, puisqu'on avait d'autres lois avant, mais cette loi-là, elle est nouvelle depuis 2015. Elle est entrée en fonction en janvier 2016. C'est une loi qui protège de façon plus efficace la personne âgée. Après, bien sûr, il y a encore beaucoup à faire, mais c'est une loi qui permet, et puis dans cette loi, vous avez aussi des obligations que doivent avoir certaines institutions pour préserver l'autonomie de la personne âgée. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous avez plusieurs acteurs qui interviennent auprès des personnes âgées, que ce soit la CGSS, que ce soit le département. Aujourd'hui, il y a une loi qui fédère quand même qu'est-ce qu'ils doivent apporter aux personnes âgées. D'accord. Voilà. La question à tout le monde autour de la table, est-ce que vous voyez cette société évoluer dans le bon sens dans la mise en place de ce qui doit se faire pour que les personnes âgées aient une vie convenable? Est-ce que vous sentez ça? Alors, il y a eu récemment le débat sur la retraite. On voulait ponctuer les personnes âgées qui avaient une aide ménagère, une femme de ménage. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez, à travers vos expériences bien sûr et vos familles, est-ce que vous pensez que ça va dans le bon sens? Il semblerait qu'on est en train de vouloir faire quelque chose avec quelqu'un ou des gens qu'on veut gérer. Et c'est pas des fruits et légumes. C'est ça le problème. C'est pas des biens ou des services à gérer. C'est de l'humain. Et l'humain est quelque chose qui... Quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux aujourd'hui, le troisième âge a peu de chances d'être mieux traité. Voilà. Et en fait, dès lors que on est dans un fonctionnement mécanique de vouloir faire quelque chose, on a vu ça dans l'émission précédente, que vouloir, on ne sait pas trop déjà ce qu'on veut. Et ce qu'on veut n'est pas forcément bon pour nous. Et donc... on commence à faire des actions qui apportent parfois plus de problèmes qu'ils n'arrivent à en résoudre. Et on en a des exemples par milliers. Moi-même qui ai formé des seniors pour la mémoire, le renforcement cognitif, j'ai vécu des programmes qui dataient depuis 15 ans, qui venaient de la métropole, qui n'étaient pas adaptés aux personnes en face et à qui on me demandait de parler comme à des enfants. Alors que c'était des gens qui ont une expérience extraordinaire à ouvrir, à montrer. Il y a une dame, Madame Plante, à Saint-André, je lui envoie le bonjour si elle me voit, mais je pense pas qu'elle ait la télé. Elle arrivait à
écrire de la poésie et à le retenir dans l'instant. Elle savait ni lire ni écrire, mais elle dictait de la poésie, elle créait des chansons. C'est-à-dire elle mobilisait une capacité cognitive et mémorielle qui était extraordinaire. Et on me disait, bah oui, on a fait peur à ces gens pour avoir Alzheimer. Du coup, maintenant, on veut les guérir de ne pas avoir Alzheimer en leur donnant des formations. Et sans prendre en compte les ressources extraordinaires qu'ont ces gens à mettre sur la table et à dire, ben voilà, regardez ce qu'ont les Réunionnais, regardez ce qu'ont ces femmes, ces hommes qui viennent et à qui on veut faire la leçon et à qui on veut apporter quelque chose. Et ça nous empêche de voir une solution peut-être qui est déjà présente et nous amène parfois à faire des lois pour protéger. Et le problème des lois, c'est comme une charte. On écrit une charte, droits de l'homme, etc. Et puis on la met, on a dit on a fait ça. Et personne n'est censé ignorer la loi. Et ça on le met, mais le problème c'est qu'on n'arrive pas à le vivre et à agir en fonction de ça. Donc la véritable loi, ce serait peut-être, et je finirai avec ça, c'est de vivre ensemble, d'être là, d'être présents les uns aux autres. Moi qui viens d'une famille matriarcale, on prenait soin des personnes âgées jusqu'au bout. Et c'était même pas l'idée de prendre soin, l'idée de s'occuper ou de prendre en charge. Quelque chose de naturel et une sagesse qui se transmettait d'individu à individu. Les savoir-faire aussi. Et cette présence qui était, tu sais, paisible, calme, apaisée. Et ça, c'est quelque chose que je ne retrouve plus dans la société actuelle. Et même en Iran aujourd'hui, on commence à prendre l'habitude de mettre le vieux, entre guillemets, dans un centre dont on va s'occuper, ou de le faire prendre en charge à la maison, parce qu'on a adopté des modes de vie tellement individualistes, tellement excentrés par rapport à ce qu'on est à notre famille, la consommation, qu'on n'arrive plus à vivre ces choses authentiques. Et peut-être que ce serait un retour à cette authenticité qui ferait que vraiment, tu sais, cette loi de protection des personnes âgées, elle pourrait être vraiment assise sur des bases solides. Alors, juste une chose, tout à l'heure, je disais que quand on voit ce qui se passe dans les hôpitaux, je ne mets pas en cause ni le travail des infirmiers, ni du personnel médical. Ce n'est pas la critique ne vient pas de là. La critique vient du fait qu'aujourd'hui, l'hôpital est devenu une usine où on y entre, on fait une opération et l'ambulatoire se met en place. C'est-à-dire qu'il faut libérer la place tout de suite. Donc, c'est les moyens qu'on donne à la médecine aujourd'hui qui n'arrête pas de se réduire. Il faut toujours rendre hommage aux infirmières, aux personnels médicales parce que eux font un travail magnifique. Et les gens qui sont à l'hôpital le disent. Mais c'est vrai aussi que parfois, quand on leur fait travailler 3 jours de suite et qu'on leur donne beaucoup de travail, à un moment donné, le travail est moins efficace et moins performant. Moins bonne qualité. Donc, ne mélangeons pas, surtout ne nous trompons pas d'objectifs. Ce n'est pas le personnel qui est en cause, c'est surtout les moyens que l'hôpital met en place pour soigner aujourd'hui. Et on le voit, pourquoi ? Parce que, et là, on le voit parfois dans les EHPAD, où le personnel, à un moment donné, n'est plus à la hauteur, s'en prend à ceux qui sont là, aux personnes âgées qui sont là, dont ils ont la charge. Et parfois, ça fait des vidéos où la personne est vraiment maltraitée. Parce qu'ils sont à bout. C'est un petit peu comme les aidants familiaux, où les aidants familiaux sont à bout. Parfois, certains préfèrent mourir sur place plutôt que d'essayer de se sauver. Donc, après, c'est pas un débat qui est nouveau. Je veux dire aujourd'hui, parce qu'on en parle à la télévision et à la radio, parce que tout le monde en parle, la communication est plus facile. Moi, je suis infirmière de formation. Ça fait 34 ans que je suis infirmière. Je veux dire, les conditions étaient différentes, effectivement, au début, mais les conditions étaient quand même très difficiles. Je veux dire, ça n'a jamais été des métiers où c'était très facile. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe ? Aujourd'hui, on a de plus en plus, ça veut dire il fut un temps où vous avez dans certains services, par exemple, moi, je parle de la personne âgée. Vous avez des services où vous n'aviez pas des personnes âgées. Aujourd'hui, nous vivons plus longtemps, avec des pathologies plus lourdes, mais nous sommes dans tous les services. Aujourd'hui, quel que soit le service où vous allez y aller, vous allez avoir des personnes âgées. Qui dit personne âgée, c'est pas du tout que parce que... Voilà, mais ça demande quand même un surcroît de travail. Si la personne, il faut la faire manger, s'il faut lui donner son bain, ce n'est plus la même chose d'un service, par exemple, un service de chirurgie où tout le monde est plutôt autonome. Aujourd'hui, vous avez des services qui sont pas du tout autonomes. Vous arrivez aux urgences, c'est pareil. Je veux dire, avoir des personnes un peu plus lourdes à gérer, c'est plus compliqué. Mais c'est pas quelque chose de nouveau. Moi, je trouve que le mal-être dans les hôpitaux, aujourd'hui, tout le monde en parle comme si c'était un fait nouveau. Pour moi, c'est pas un fait nouveau. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le personnel
accumuler aujourd'hui, on n'a plus envie. Et puis après, il y a aussi une génération aussi peut-être de soignants qui arrivent. Ce n'est pas la même chose. Je veux dire, vous voyez bien que le monde est en train de changer. Peut-être certaines choses qu'on acceptait, certaines catégories socio-professionnelles acceptaient, mais aujourd'hui, on n'accepte plus. Je veux dire, on le voit bien. On voit bien qu'il y a une évolution de la société qui fait qu'aujourd'hui, on est peut-être plus fatigué plus tôt, peut-être qu'on a du burn-out plus tôt, voilà. La question, elle est plutôt là. Le vivre dans son métier est tout à fait différent. Enfin, ça, c'est mon ressenti. Après... Avant de à Estelle féliciter, je voudrais juste demander à Guy Roger, est-ce qu'il y a une évolution de notre société réunionnaise à ce niveau-là? Est-ce que, comme vient de dire Aïssa Yano, est-ce qu'on essaye de plus en plus de mettre nos personnes âgées en EHPAD, finalement? Moi, je pense qu'il faudrait peut-être réfléchir d'une autre manière. Parce qu'on a toujours réfléchi dans le terme d'arranger les choses, de vouloir colmater les problèmes. Et on fait ça depuis très longtemps. En fait, je pense qu'il faut peut-être voir pourquoi on est comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui a fait que notre situation dans cette société, elle est comme ça? Il y a des gens qui souffrent. Pourquoi? Pourquoi il y a toute cette souffrance, les vieux qu'on met de côté? Qu'est-ce qui s'est passé à l'origine de tout ça? Est-ce qu'on ne peut pas regarder non à l'extérieur de nous, mais allons voir qu'est-ce que nous-mêmes nous sommes par rapport à toute cette situation? Parce que chacun d'entre nous, on a du travail à faire, on a des choses à vouloir, on veut gagner notre vie. Donc pour gagner notre vie, le papa, le vieux grand-père, il nous embête, on le met en rencard là-bas. Et tout ça, ça fait une société où tout le monde voudrait avoir justement cette indépendance de tout ce qui nous embête, tu vois. Et on a créé donc une société qui doit faire le travail pour nous. Des gens qu'on ne connaît pas qui font le travail pour nous. Donc on ne se sent pas responsable. Aujourd'hui, on dit c'est la société le responsable. Mais en fait, qui est responsable de cette situation? Regardons bien ensemble, en face. Qui est responsable? Estelle, félicité, dans le développement personnel aujourd'hui, est-ce qu'il y a une déresponsabilisation de ce que nous sommes, de nos valeurs? Est-ce que nous avons moins de valeurs par rapport à avant? Est-ce que, comme disait Aïssa Yano, est-ce que notre alimentation est devenue tellement mauvaise qu'on n'a plus cette capacité de tenir, de travailler, d'être vite fatigué, d'être vite énervé, de stressé? Est-ce qu'il y a ce mélange-là qui fait aussi que, quelque part, et pour revenir à ce que disait Guy Roger, on est en train de refiler notre part de responsabilité aux autres? Exactement, en fait, c'est le processus dans lequel l'humain tend aujourd'hui et c'est exactement le travail des coachs comme moi et mes collègues de ramener les gens à la responsabilisation parce que c'est à partir du moment où on est responsable de soi, qu'on est responsable de son bien-être et qu'on est responsable des actions, de nos pensées, de notre vie, qu'on peut aider les autres en fait, qu'on peut avoir cette humanité, qu'on retrouve en fait l'amour qu'on a pour soi d'abord, et qui nous permet en fait de nous reconnecter à l'amour qu'on a pour les autres. Et le problème de la société actuelle aujourd'hui, selon moi, c'est que l'humain ne s'aime pas assez. Et à partir du moment où l'humain ne s'aime pas assez déjà en tant qu'individu propre, il n'est plus dans l'amour, il n'est plus dans l'authenticité, mais après ce n'est entre guillemets pas de sa faute parce que la société fait tout pour qu'on se détache en fait de nous-mêmes, pour qu'on se détache de notre authenticité, en justement comme Guy disait que on est un peu dans cette logique de métro boulot dodo, il faut subvenir à ses besoins, on contracte des crédits, on veut avoir la belle maison, on veut avoir la belle voiture, donc on court après un espèce d'idéal que la société a construit pour nous et on se détache en fait de nos réelles intentions, de notre réelle authenticité en tant qu'être humain et c'est quelque chose qui moi en tant que réunionnaise me touche énormément puisque c'est pas les valeurs en fait que moi j'ai cultivées. Voilà, c'est pas les valeurs d'authenticité, de simplicité, de partage, de bienveillance, de tolérance. Et c'est vrai que dans notre société actuelle, c'est quelque chose qui se perd énormément en fait. Et il est temps, je pense, aujourd'hui de revenir à ces valeurs essentielles. Réunionnaises. Pardon. À ces valeurs réunionnaises, réunionnais. Alors, justement, Monique Beauvais, la question, puisque vous êtes agent immobilier, c'est ça? C'est ça. Alors, aujourd'hui, les personnes âgées vendent de plus en plus leur maison pour aller intégrer une EHPAD ou pas? Un EHPAD ou pas? Vendent, oui, il y en a. Ou ils transmettent à leurs enfants? Voilà, c'est plutôt transmettre. Hein, alors, c'est un petit peu le principe réunionnais, quoi. Hein, principe réunionnais, c'est-à-dire vendre ou bien l'héritage pour l'enfant, et après l'enfant
reste l'enfant, le personne âgée reste avec le... Parce que parfois, comme ils sont seuls, ils sont souvent isolés, abandonnés, ils préfèrent vendre la maison et puis intégrer un... Voilà, ou régler la succession tout de suite. Voilà. Puis régler la succession à un enfant ou un petit-fils ou un enfant ou un petit-enfant pour justement intégrer rester chez eux, quoi. La Il y a une respons- peur de ça, d'ailleurs. Pardon? C'est-à-dire, il y a une peur d'être délogé, de sortir De chez soi? de chez soi. Et moi, je l'ai remarqué chez les seniors que j'ai accompagnés dans la communication, la prise de parole. En fait, il y en a une à un moment donné, parce que je les ai prises en vidéo. Et je leur ai montré cette vidéo, ça les a valorisés. Et il y en a une, 95 ans, Viviane, elle m'a invité chez elle, Saint-Gilles-Léo. Et quand elle m'a invité chez elle, elle m'a dit voilà, ça c'était le terrain de ma sœur avec sa maison. Elle est décédée. Elle était 2 ans plus âgée que moi. Maintenant, il y a la famille qui est en train de se battre pour le lopin de terrain et la maison. Et elle était triste de ça. Elle me disait aussi qu'il y avait des délinquants qui venaient parfois ici et puis après, elles venaient nettoyer, elles plantaient des fleurs. Elle me dit filme tout ça parce que peut-être que demain je serai plus là et il y aura personne pour montrer ça, voir comment je vis. Et tu vois, il y avait cette intention qu'elle avait de me montrer, par exemple, la fleur qu'il y avait au bord du chemin, à côté de sa maison. Cet humour qu'elle avait de dire, tu vois, les meubles dans ma maison sont presque aussi vieux que moi. Et tout ça, c'est des choses que l'on voit pas quand on veut gérer la maison, le terrain, les histoires de succession, la maladie, l'Alzheimer, le Parkinson, tout ça qu'on te met dans la tête, tu comprends, qu'on se met aussi dans la tête. Quand on en est libéré, on arrive à des choses qui semblent avoir aucun intérêt, mais quand tu regardes, tu vois, elle, en se quittant, elle me tend une plante. C'était un arthurium, Non, tu rigoles. Anturium. ça. Elle me donne ça, elle me dit, je te la donne et la prochaine fois, si tu reviens, j'ai d'autres plantes à te montrer, parce que je fais des boutures et mais tu vois, ça, c'est... En allant là-bas, ça m'a donné du bien-être. Et je me suis dit, mais c'est moi qui t'ai venu lui donner quelque chose et je suis en train de recevoir. Et le jour où la CGSS, les EHPAD, les hôpitaux, les gens qui s'occupent de ces personnes-là se rendront compte qu'elles ont à recevoir plus qu'elles n'ont à donner, eh ben, il y a un changement complet dans nos attitudes qui se fait. Je sais pas qu'est-ce que t'en penses. C'est ça. Il y a 2 choses qu'il faut quand même qu'on essaye de comprendre. Un, pourquoi on parle toujours des personnes âgées, isolées, abandonnées? Parce que la presse, par principe, dénonce ce qui ne va pas, mais ne montre pas ce qui va. C'est une chose. Là, on a une responsabilité, parce qu'on dit toujours, voilà, ça ne va pas là, ça ne va pas là. Mais c'est rare qu'on dit que c'est 3 ou 4% de la population qui sont mal, que 98 ou 97 vont bien. Et c'est vrai que nous avons, à ce niveau-là, nous créons une sinistrose. Et c'est de notre responsabilité. Et de notre faute aussi. C'est une erreur de notre part. Mais il y a une chose qui est vraie quand même. C'est que si on ne pointe pas du doigt ce qui ne va pas, ça ne changera pas. Exact. Rien Donc, ne bougera. Donc, nous, on est dans une démarche. Il est nécessaire d'être Comment- lucide. Comment faire en sorte que, voilà, on dit ça va bien, mais attention, à côté, voilà ce qui ne va pas. Et la semaine bleue, c'est pour mettre en valeur, mettre en exergue ce qui marche. Et qu'est-ce qui marche finalement, Aïssa Yano, aujourd'hui, en matière de, je dirais, d'accompagnement, d'aide aux personnes âgées et même, on va ajouter handicapées parce que c'est aussi, ça concerne aussi les personnes handicapées. Effectivement, bon, on vous montre tout ce qui ne va pas, mais enfin, nous savons quand même, il y a des auxiliaires de vie qui interviennent tous les jours auprès de nos personnes âgées. Les auxiliaires de vie, des aides ménagères qui interviennent tous les jours. Après, bien sûr, tout le monde voudrait que ce soit une journée, que ce soit pas limité en heures, que ce soit la nuit, que ce soit... mais après, il faut aussi une réflexion commune, puisqu'aujourd'hui, on sait très bien que tout a un coût. Enfin, moi, je défends personne, mais en même temps, moi j'ai une structure d'aide à domicile, je veux dire, j'interviens, je fais des factures et on me paye ces factures pour pouvoir énumérer les personnes qui travaillent dans mon entreprise. Ça, c'est une réalité. Après, on aimerait en faire plus, mais en faire plus comment ? Après, c'est la responsabilité de tout un chacun, c'est la responsabilité de chaque citoyen de donner de son temps. Aujourd'hui, on voit très bien que très peu de personnes, le bénévolat est en train de disparaître, il y a très peu de personnes donnent de son temps. Nous faisons une journée pendant la semaine bleue. On aimerait faire toute la semaine.
toute la semaine, faire venir des personnes âgées à notre siège, à notre entreprise, qu'ils passent des journées avec nous. Mais nous, on a pris la décision de faire qu'une seule journée. On le fait le vendredi, où il y aura des activités de relaxation, il y aura de la musique. Le moment phare, ça va être le repas, puisqu'on s'est aperçu que tous les années, tout le monde attendait le repas avec impatience, parce que souvent, quand on est âgé, on est souvent seul chez soi, et le repas reste quand même un moment de convivialité, où on peut partager avec l'autre. Où cette génération-là aussi a grandi en partageant le repas en famille. Ils étaient tous autour de la table et on mangeait en famille. Cette génération-là a connu ça. Et aujourd'hui, ce qui est pire, c'est que non seulement ils sont seuls, mais même ce qu'ils ont à manger n'a plus de valeur. Et puis après, c'est pareil, on culpabilise tellement aussi les personnes. Là, par contre, moi là-dessus, je suis pas tout à fait d'accord, puisque dès que vous avancez en âge, vous avez peut-être des pathologies avérées ou pas avérées, parce qu'après on s'est aperçu d'une chose, quand vous êtes tout seul, vous êtes centré sur vous-même, vous avez l'impression que vous avez mal partout, et puis quand vous êtes avec les autres, on a l'impression qu'on est beaucoup mieux. Alors oui, vous pouvez plus manger ci, vous pouvez pas manger ça, et cette journée-là, on fait pas d'excès, mais on fait un excellent repas où on le partage tous ensemble. Parce qu'il y a une très bonne ambiance, parce que c'est vraiment un partage, et parce qu'il y a la fête. Bravo. Juste avant, et puis il y a aussi un fait qu'on fait beaucoup aujourd'hui, entre le stress et le reste, il y a la somatisation. Mais ça, on en reviendra à ces cas. C'est ça. Alors avant de continuer, on va faire une coupure. D'abord, on va regarder un reportage. Là, vendredi, on a parlé de Croche, de cette lutte réunionnaise que Guy Roger a sans doute bien connue. Et moi, j'ai en tout cas pratiqué, parce que qu'est-ce qu'on s'est bagarré à l'école. On va d'abord voir ça. C'est un arbitre qui nous parle un petit peu des points, des règles, comment ça marche. Juste après, il y a la page pub. On se revoit dans quelques instants pour continuer ce débat. Comment on arbitre et comment on met les points dans un combat de croche? Alors vous avez un arbitre qui est sur le tapis, qui indique avec un manchon bleu et un manchon rouge qui a marqué un point. Et moi, au niveau du juge de table, je ne fais qu'enregistrer la décision de l'arbitre. Si jamais il y a un litige, on peut éventuellement discuter. On est souvent deux au niveau de la table d'arbitrage pour valider ou invalider le geste de l'arbitre. Puisque l'arbitre a beaucoup de stress, il doit gérer la sécurité en plus du comptage des points. Les règles sont assez simples, c'est chaque amené au sol, chaque projection rapporte un point. Sauf projection vraiment de très grande amplitude, on en a eu une aujourd'hui où un des combattants a fait, là on attribue 2 points, mais ça reste exceptionnel. Et ensuite au sol, c'est chaque fois qu'on arrive à immobiliser un adversaire pendant au moins 3 secondes qu'on obtient un point.
à quel moment on a 2 points? Donc la plupart des actions ne valent qu'un point, c'est-à-dire les amener au sol, les immobilisations. Mais il peut y avoir 2 points si on réussit une projection de très grande amplitude. C'est l'aspect spectaculaire. Généralement, c'est très difficile, hein, un adversaire du même poids, d'un niveau équivalent, de réussir cette action. Aujourd'hui, on a eu une action qui a ramené 2 points. Donc, action de grande amplitude, c'est si on arrache l'adversaire du sol, qu'on le soulève au-dessus des épaules et que par exemple on le retourne avec les jambes vers le ciel et la tête vers le sol. Donc là, ça vaudra 2 points. Et la victoire peut également s'obtenir avant la limite, si on arrive à placer un étranglement ou une clé articulaire qui oblige le partenaire, l'adversaire, à abandonner. Voilà. Donc l'abandon se manifeste comment? L'abandon, ça peut être dire arrête, la paix. Ça peut être aussi, si la personne subit un étranglement, taper avec la main sur l'épaule ou sur le sol pour signifier qu'il ne peut plus continuer. Comment généralement on compte les points? Quels sont les gestes qui font que, voilà, on dit là il y a un point, là il y a 2. C'est juste pour qu'on reconnaisse comment, quand on regarde la boxe, il y a le toucher. Oui, tout à fait. Oui. Mais quand il y a à la croche, comment on sait qu'on a marqué un point ou pas? Donc en croche, le combat commence debout. Les deux crocheurs, les 2 lutteurs sont debout. Donc dès qu'un des 2, de manière claire, fait tomber l'autre, avec un croche-patte ou en le soulevant et en le posant au sol, là, clairement, il a marqué le point pour l'amener au sol. C'est la liaison debout-sol. Et ensuite, quand le match se continue au niveau du sol, on est placé soit assis par exemple sur la personne qui est allongée ou sur le côté. Il y a tout un tas de noms techniques. Ce sont des immobilisations, des positions de contrôle. On arrive à tenir un bras, une jambe, ou la tête et le bras. Et donc ce sont des techniques qu'on retrouve également dans d'autres sports. En judo, hein, il y a tout un tas de noms japonais. Bon, nous en croche, le corps humain étant le même dans tous les pays, on retrouve les mêmes gestes. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique qui intéresse les jeunes, qui attire les jeunes et qui attire également des gens qui ont envie de se donner à cette pratique qui ressemble un petit peu à la lutte? Alors il y a 2 aspects à mon avis. Il y a d'abord l'aspect culturel, du patrimoine créole, donc cet aspect identitaire qu'on retrouve également dans le moringue. Et ensuite il y a la gamme technique qui est très large, puisqu'on retrouve les techniques d'amener au sol du judo et de la lutte olympique. On retrouve les techniques pour mettre fin à un combat au sol, donc tout ce qui est étranglement, clé articulaire. On retrouve ça en sambo. D'ailleurs aujourd'hui il y avait des samboïstes. On retrouve ça en jiu-jitsu brésilien. On retrouve ça en jiu-jitsu traditionnel, on appelle ça le newaza. Et donc il y a un certain nombre comme ça de disciplines qui peuvent incorporer leur bagage technique existant. Et il existe même une forme de croche qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui, qui combine les techniques pied-point du moringue. On appelle ça la croche-bataille. Et là, pour le coup, on a vraiment la gamme totale de ce que tous les sports de combat ou arts martiaux dans le monde proposent. Et ça correspond à un engouement de la jeunesse pour ce qu'on appelle les arts martiaux mixtes, où justement il y a cette combinaison de techniques de percussion, de frappe pied-point, d'amener au sol comme en lutte et de travail au sol comme en sambo ou en jiu-jitsu brésilien par exemple. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a dans cette pratique qui intéresse les jeunes, qui attire les jeunes et qui attire également des gens qui ont envie de se donner à cette pratique qui ressemble un petit peu à la lutte? Alors il y a 2 aspects à mon avis. Il y a d'abord l'aspect culturel, du patrimoine créole,
Donc c'est cet aspect identitaire qu'on retrouve également dans le moringue. Et ensuite, il y a la gamme technique qui est très large, puisqu'on retrouve les techniques d'amener au sol du judo et de la lutte olympique. On retrouve les techniques pour mettre fin à un combat au sol, donc tout ce qui est étranglement, clé articulaire. On retrouve ça en sambo. D'ailleurs, aujourd'hui, il y avait des samboïstes. On retrouve ça en jiu-jitsu brésilien. On retrouve ça en jiu-jitsu traditionnel. On appelle ça le newaza. Et donc, il y a un certain nombre comme ça de disciplines qui peuvent incorporer leur bagage technique existant. Et il existe même une forme de croche qu'on n'a pas eu l'occasion de voir aujourd'hui, qui combine les techniques pied-point du moringue. On appelle ça la croche-bataille. Et là, pour le coup, on a vraiment la gamme totale de ce que tous les sports de combat ou arts martiaux dans le monde proposent. Et ça correspond à un engouement de la jeunesse pour ce qu'on appelle les arts martiaux mixtes, où justement il y a cette combinaison de techniques de percussion, de frappe pied-point, d'amener au sol comme en lutte et de travail au sol comme en sambo ou en jiu-jitsu brésilien par exemple. Qu'est-ce qui différencie le moringue de la croche? Alors, la croche est essentiellement un sport de préhension, donc on attrape la personne et sans utiliser de technique de frappe dans 90% des cas. Et le moringue est un sport qui est dans la famille des sports de percussion, où on va toucher ou frapper l'adversaire avec le pied, avec le poing, avec le coude, mais sans l'attraper. Donc technique de préhension, technique de percussion. C'est les deux facettes des arts martiaux, des sports de combat.